Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans vos bureaux pour pouvoir discuter de votre dernier ouvrage publié aux éditions Perrin, Le défi de gouverner, la gauche et le pouvoir de l'affaire Dreyfus jusqu'à nos jours. Lors de cet entretien, j'ai principalement axé mes questions autour de la Ve République et donc des années Mitterrand, Jospin et vous-même. Vous êtes prêts? J'y suis prêt. Lorsque nous nous étions rencontrés au mois de novembre à la librairie Valentin, vous m'aviez écrit une dédicace un peu particulière parce que vous aviez écrit « Pour Théophile, qui passionné d'histoire, veut savoir comment relever le défi de gouverner sans perdre notre âme ». Alors je vous pose la question, quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire de la gauche au pouvoir, et donc dans ce livre, pour savoir relever le défi de gouverner sans perdre son âme? Ne pas perdre son âme tout en assumant des responsabilités, ça a été le défi de la gauche. Longtemps, l'idée même du pouvoir lui a fait peur. Comment se compromettre et en même temps comment faire pour avancer. À quel prix faut-il accepter de pouvoir participer à un gouvernement? C'était tout le débat à la fin du XIXe siècle, voire même pendant la Première Guerre mondiale où il y a eu un gouvernement d'union sacrée. Et ensuite, si la gauche arrivait elle-même à être majoritaire, comment pouvait-elle durer sans perdre ce qui était finalement l'espoir qu'elle avait suscité? Sous la Ve République, ça s'est un peu finalement traduit par justement ce que apportaient les institutions, la stabilité. Mais plus la gauche durait, plus elle était éventuellement suspecte de s'accommoder au pouvoir et s'éloigner même de ses promesses, celles qu'elle avait ouvertes au moment d'une campagne et qui n'étaient pas forcément traduites autant qu'il était espéré dans la réalité. Ensuite, vous dites de François Mitterrand dans votre livre, vous revenez sur le vous du lycée, qui disait « Son verbe produisait sur le jeune lycéen que j'étais un effet que je cherchais à qualifier ». Arrivez-vous aujourd'hui à qualifier cet effet? Oui, il y avait chez Mitterrand, qui était un maître en matière d'art oratoire, une espèce de chaleur dans les mots. Les mots qu'il prononçait étaient toujours des mots qui nous caressaient, qui nous rassuraient. C'est ce qu'il cherchait à faire, à la fois à mobiliser les forces et en même temps à ne pas affoler les esprits contraires. Deuxièmement, il y avait chez Mitterrand une scansion, c'est-à-dire qu'il passait du grave au sourire, du sérieux au pamphlet, c'est-à-dire il était capable, dans le même discours, d'alterner la leçon d'histoire, parce que l'histoire était toujours présente, et en même temps la verve contre les dirigeants. Et c'est ce qui faisait qu'il était, même si son discours pouvait quelquefois se répéter, mais il était tout à fait convaincant pour un lycéen de mon âge à l'époque, c'est-à-dire dans les années 70. Et François Mitterrand, il continue encore aujourd'hui à susciter, je ne vais pas dire des controverses, mais ce jour d'histoire, c'est la personnalité politique historique qui déchaîne le plus les passions, qu'elles soient positives ou négatives. Et pourquoi pensez-vous que son nom évoque encore aujourd'hui des réactions aussi polarisées? D'abord parce que François Mitterrand s'est opposé au général de Gaulle, qui était une figure majeure de l'histoire, celui qui avait permis la libération de la France. Ensuite, parce que François Mitterrand s'était allié aux communistes, donc il avait d'une certaine façon pris un risque majeur pour faire que la gauche soit unie, mais d'avoir comme partenaire un parti qui était regardé comme proche de l'Union soviétique. Enfin, parce que François Mitterrand a gagné. Il a gagné les élections. Il est devenu le premier président de la République de gauche de la Ve République. Donc pour toutes ces raisons, il a enthousiasmé ses partisans, celui qui avait mis en ballottage le général de Gaulle, celui qui avait fait l'union de la gauche, et celui qui avait permis la victoire et l'alternance. Mais il déchaînait les passions qui regardaient en Mitterrand l'homme du pouvoir, l'homme qui voulait le pouvoir. Mais c'est parce qu'il voulait le pouvoir qu'il a permis à la gauche d'accéder au pouvoir. Dans votre réponse, vous avez parlé de 1965, le moment où François Mitterrand envoie le général de Gaulle en ballottage. Est-ce que c'est, malgré la défaite finale, un accomplissement pour la gauche face à ce qu'incarnait Charles de Gaulle? Charles de Gaulle paraissait indéboulonnable, inaltérable.
Il avait refondé la République, la cinquième. Il avait fait la paix en Algérie. Et il était l'homme de la France libre. Il fallait donc avoir un courage pour aller le défier. Mais Mitterrand, dans cette élection de 1965, savait parfaitement que la gauche, même unie, puisqu'il était le candidat unique de la gauche, ne pouvait pas suffire pour écorner l'image du général de Gaulle et en tout cas le mettre en ballottage. C'est pour ça qu'il a fait quand même assez large. Il a été cherché assez loin. Tous ceux qui étaient anti-gaullistes ont voté François Mitterrand, et même ceux qui étaient pour l'Algérie française. Donc, ce qui d'ailleurs a valu à François Mitterrand aussi son cortège de reproches et d'attaques. Mais il se voulait le candidat des Républicains. Il n'a pas battu le général de Gaulle, mais il a montré qu'une alternance était possible. Et qu'un jour, bien plus tard d'ailleurs, quand on y réfléchit, un jour, il y aurait une alternance en France. C'est ça le grand mérite de François Mitterrand. Alors que la Ve République avait été conçue pour le général de Gaulle ou pour ses successeurs, pour que la droite soit toujours au pouvoir, eh bien, lui a montré que ces institutions qu'il avait refusées allaient lui permettre, et permettre à la gauche, de connaître la victoire, et au pays, de connaître cette respiration démocratique après 23 ans pendant lesquels la droite a été successivement de Gaulle, Pompidou, Giscard, aux responsabilités de la France. Et cette victoire, cette première victoire des socialistes durant la Ve République, c'était le 10 mai 1981. François Mitterrand est élu face à Valéry Giscard d'Estaing. Où étiez-vous à ce moment-là et quelle était l'atmosphère dans vos rangs? J'étais à Paris puisque j'avais été associé, j'étais très jeune, mais j'étais à la Cour des comptes. Et à l'époque, l'équipe de François Mitterrand n'était pas aussi ample qu'on pourrait l'imaginer. Parce que François Mitterrand avait déjà été 2 fois candidat, 1965, 1974, et beaucoup espéraient qu'il ne le serait plus en 1981, et avaient, pour Michel Rocard, plutôt des yeux de chimène, en tout cas, souhaité que ce soit Michel Rocard. Et Mitterrand s'est imposé. Et comme beaucoup d'experts étaient partis, moi j'étais là, dans la génération nouvelle. Et puis ensuite, quand la campagne s'est développée, que l'idée que François Mitterrand pouvait gagner, l'enthousiasme a été très large, et donc les divisions d'hier se sont effacées pour un temps. Et donc j'étais à Paris, et j'étais au siège de la rue de Solferino, parti que plus tard j'ai dirigé, et je me souviens encore de toutes ces figures dans le lieu du siège du parti qui avait accompagné François Mitterrand, et quand ils l'ont vu à la télévision, ont à la fois crié leur joie, mais aussi pleuré. Pour beaucoup, ils n'espéraient plus qu'il y ait un jour un président socialiste à l'Élysée. Et puis ensuite, nous sommes rendus à la Bastille où je serai moi-même en 2012. Et là, il y avait beaucoup de monde, il y avait des discours, et puis d'un seul coup, il a plu, comme en 2012. À 26 ans, lorsque le Parti socialiste vous a propulsé en Corrèze, est-ce que vous aviez déjà l'ambition de marquer l'histoire politique française? Si j'avais réussi dans mon entreprise, je l'aurais déjà marqué, puisque j'aurais battu celui qui était regardé comme le possible chef de l'opposition. J'aurais pu me dire, je ne l'ai pas battu, donc je vais abandonner la politique et faire autre chose, ou changer de département. Et ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai considéré que je devais m'enraciner, poursuivre et m'obstiner. C'était aussi ça le message politique. Si on veut marquer son histoire personnelle, et surtout l'histoire d'un pays, le nôtre, il faut du désintéressement, il faut du dévouement, il faut de l'engagement. Et c'est ce que j'ai fait dans ce département de la Corrèze, qui ne m'était pas au départ favorable. Je suis resté. Et c'est ce qui fait qu'il y a un lien qui se crée entre la population et son représentant futur. C'est de dire, est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il est venu pour nous ou est-ce qu'il est venu pour lui? Il faut que le je et le nous se conjuguent
marqué son empreinte. Et à la suite de ces élections, François Mitterrand va dissoudre l'Assemblée nationale, bon, sans surprise, et le Parti socialiste va vous confier, à seulement 26 ans, un rôle singulier. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage ? Oui, c'est la vague rose. Enfin, on ne sait pas encore que ça va être la vague rose, mais on cherche des candidats partout, des candidats socialistes. Et en Corrèze, il n'y en a pas qui se déclarent. À un moment, beaucoup avaient espéré en Jacques Delors, déjà à l'époque, puisqu'il avait des racines dans le département de la Corrèze. Mais lui est aspiré par les fonctions qui lui sont confiées de ministre des Finances. Et donc, il m'a dit, voilà, vous voulez faire vos classes, allez les faire en Corrèze. Et quel est le candidat qui est dans cette circonscription face à moi, ou moi face à lui plutôt? C'est Jacques Chirac. Il se trouve que, par l'ampleur de la victoire, j'ai failli mettre en ballottage Jacques Chirac de 300 voix. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais gagné? Peut-être qu'il se serait effacé, pas sûr. Peut-être que je ne serais pas non plus devenu président de la République. Donc il ne faut jamais rien regretter dans la vie. François Mitterrand reste le président de la République ayant exercé le plus longtemps la fonction présidentielle sous notre régime. Pourtant, en lisant votre livre, on découvre qu'au Congrès d'Épinay, en 1971, son avenir et celui de la gauche s'est joué à peu de choses. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet événement ? Oui, je vais vous raconter cette histoire parce qu'elle est très actuelle en réalité. Il y a des congrès qui sont prévus, notamment pour le Parti socialiste, dans les semaines qui viennent. On pourrait se dire, mais c'est finalement du détail, de l'accessoire, de l'inutile, presque même de l'inapproprié quand il y a un contexte international que nous connaissons. Eh bien non. C'est dans les congrès, notamment le congrès du Parti socialiste, que se définissent finalement les alternances de demain ou d'après-demain. Donc à ce congrès d'Épinay, en 1971, François Mitterrand n'est pas membre du Parti socialiste. Il a un groupe, qui s'appelle la Convention des institutions républicaines, qui va fusionner avec le nouveau Parti socialiste lui-même, qui est l'héritier de la SFIO. Et François Mitterrand, s'il veut gagner ce congrès, est obligé de faire des alliances à l'intérieur de ce Parti socialiste, des alliances un peu baroques, puisqu'il va s'allier à la fois avec l'aile gauche du Parti socialiste, à l'époque Jean-Pierre Chevènement, et l'aile droite du Parti socialiste, en l'occurrence Gaston Defferre. Et il va avoir l'appui de Pierre Mauroy, et il va gagner ce congrès de quelques voix. Et c'est ainsi qu'il va devenir premier secrétaire du Parti socialiste et qu'il va le refonder, l'élargir. Mais on peut toujours se poser la question. Et s'il n'avait pas gagné ce congrès d'Épinay de quelques voix, avec cette alliance un peu étrange, qu'est-ce qui se serait passé? Aujourd'hui, c'est pareil. Il faut qu'il y ait un congrès du Parti socialiste et qui va donner un nouveau visage, je le crois, et surtout une nouvelle équipe, et aussi une volonté d'élargissement pour qu'il puisse y avoir une alternance demain. Donc ça se fait dans les partis politiques. Mais les partis politiques n'ont pas la vigueur qu'ils pouvaient avoir hier. Mais rien n'empêche de les reconstituer. Nous avons besoin des partis politiques. La politique, ce n'est pas une aventure individuelle. François Mitterrand, il avait compris que même s'il avait été une fois candidat à l'élection présidentielle, et il avait annoncé une candidature en mai 68 qui n'a pas abouti, mais il ne pouvait pas réussir seul. Il fallait qu'il ait un parti. Est-ce que François Mitterrand, par l'instauration de la proportionnelle en 1986, est responsable de la montée du Front National devenu Rassemblement National ? L'introduction de la proportionnelle a longtemps été un reproche qui a été adressé à François Mitterrand et aux socialistes en incriminant le fait que Jean-Marie Le Pen venant à l'Assemblée, il aurait acquis une forme de respectabilité. J'ai contesté cette critique. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est oublier que Jean-Marie Le Pen avait déjà été député sous la 4e République et même au début de la 5e République. Donc sa présence à l'Assemblée n'était pas aussi iconoclaste qu'on pouvait l'imaginer. Deuxièmement, parce que le Rassemblement national a connu son émergence politique en 1983.
c'est-à-dire avant que la proportionnelle ne soit introduite en 1986. Donc c'est pas la proportionnelle qui a donné au Rassemblement national, qui s'appelait le Front national à l'époque, une place. Il l'avait déjà acquise d'une certaine façon aux élections notamment européennes de 1984. Et puis ensuite, la proportionnelle a été changée, le mode de scrutin est redevenu majoritaire. Ça n'a pas empêché le Rassemblement national de connaître, hélas, la progression que l'on sait. Maintenant, je vais passer un peu plus loin. Je vais maintenant vous demander quel est l'héritage des années Jospin? Alors, Jospin, c'est sûrement le Premier ministre qui réussit à conjuguer, alors qu'il est en cohabitation, le plus d'avancées sociales sans avoir à mettre en place un plan de rigueur, comme souvent les socialistes ont été conduits à le faire. Et donc il arrive, grâce à la croissance, celle que l'on peut-être regarde différemment aujourd'hui, grâce à une politique active en matière d'emploi, les 35 heures, les emplois jeunes, à la fois diminuer le chômage, créer des emplois, tout en faisant des réformes sociales dont on a encore quelques traces aujourd'hui, l'allocation personnalisée à l'autonomie, la couverture maladie universelle, et donc des droits sociaux qui se sont amplifiés, alors même que les comptes publics ont été redressés. Alors pourquoi n'a-t-il pas été élu président de la République? C'est parce que quand la gauche réussit sur un certain nombre de domaines, notamment le domaine économique et social, elle est rattrapée par d'autres sujets, et notamment le sujet de la sécurité ou de l'immigration, que la droite utilise à ce moment-là pour mettre en cause l'autorité que la gauche n'aurait pas suffisamment face à ces questions-là. C'était tout à fait injuste, parce qu'il avait fait ce qu'il devait faire, mais c'est ce qui a permis, par une espèce de surenchère, à l'extrême droite de surgir et d'arriver au deuxième tour. Deuxièmement, que même quand la gauche réussit, c'était le cas, même quand la gauche rassemble, la gauche plurielle, eh bien, ça n'empêche pas la surenchère, la division, et il y a eu pas moins de 4 candidats de gauche au premier tour, et on sait ce que ça a eu comme conséquence. Et avec le même procès, vous n'êtes pas assez à gauche, vous n'en avez pas fait assez, vous ignorez le monde du travail, vous vous êtes coupé des forces populaires, alors même qu'il y a eu progression de pouvoir d'achat, baisse du chômage. Et vous, ce jour-là, quand vous avez appris que, quand on a vu, enfin, je n'étais pas là pour le voir, mais que Jean-Marie Le Pen affrontait Jacques Chirac au second tour, quelle a été votre réaction? D'abord la stupeur, même si il y avait des signaux faibles qui pouvaient évoquer un tel scénario, personne n'y croyait. La preuve, c'est que si les électeurs y avaient cru, ils ne se seraient pas dispersés et auraient voté Lionel Jospin. Ensuite, l'idée que nous aurions à voter pour Jacques Chirac, c'est-à-dire celui contre lequel nous étions mobilisés, pour écarter l'extrême droite, ça n'allait quand même pas d'évidence. Et pourtant, nous avions à le faire. Et j'étais premier secrétaire, et c'était à moi que revenait cette mission, de dire que face à l'extrême droite, il n'y avait pas d'autre bulletin de vote à prendre que celui de Jacques Chirac. Et puis je savais aussi quelles allaient être les conséquences. Parce que le corps électoral aurait pu se rebeller en disant, puisque nous nous sommes divisés et nous avons empêché Lionel Jospin d'arriver au second tour, que nous avons été conduits pour la plupart des électeurs de gauche à voter Jacques Chirac, nous allons nous réveiller pour les élections législatives et renvoyer une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a eu une démobilisation et Jacques Chirac a eu une majorité assez large à l'Assemblée nationale. D'accord. Et dans votre livre, vous essayez plusieurs fois de revenir sur des préjugés qu'on peut avoir sur la gauche, et il y en a un particulièrement qui attire mon attention. Ce serait que la gauche serait trop dépensière, qu'elle ne saurait pas gérer son économie, face à une droite qui, elle, au contraire, en aurait une bonne gestion. Alors, d'où vient cette idée, et vous, qu'en pensez-vous? Alors, c'est une idée qui a eu un moment une réalité, c'est-à-dire qu'au cours des rares expériences pendant lesquelles la gauche a gouverné sous la Troisième République, cartel des gauches et Front populaire,
la gauche a souvent été regardée comme étant dépensière, mais surtout comme étant incapable de faire face à la réalité. Cartel des gauches, Édouard Herriot, au bout d'un an, est, si je puis dire, confronté au mur de l'argent et ne parvenant pas à avoir la confiance des marchés, déjà à l'époque, ou d'avoir la force nécessaire pour les affronter, cède la place. Puis 2 ans après, donc c'est Raymond Poincaré, l'homme de la finance et de la bonne gestion. Léon Blum, 1936, de grandes conquêtes, et puis ensuite c'est la pause qu'il est obligé de décréter parce qu'il faut faire face à des difficultés financières. Mais en revanche, sous la 4e, Pierre Mendès France, puis ensuite sous la 5e République, François Mitterrand, Lionel Jospin ou moi-même, la gauche étant justement chargée de ce péché, de vider les caisses, elle fait en sorte de montrer qu'elle est capable non seulement de faire des réformes, mais de rétablir les comptes publics. Et c'est ce qui se produira aussi bien sous François Mitterrand, notamment dans son second septennat, qu'avec Lionel Jospin, qui a laissé les comptes parfaitement en ordre, que moi-même, qui ai réduit le déficit public. Mais il n'empêche que dans l'imaginaire, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est que les souvenirs très lointains, même de ceux qui n'ont jamais connu la Troisième République, il n'y en a plus, de vivants, eh bien c'est toujours l'idée que la gauche vide les caisses quand la droite rétablit l'ordre dans les finances publiques. Ben, c'est tout le contraire. En fait, sous la Ve République, c'est la gauche qui est plutôt bonne gestionnaire, et c'est la droite, on le voit, ou le centre-droit, qui laisse des comptes publics parfaitement déséquilibrés. Et pour continuer de parler d'économie, dans votre livre, vous parlez aussi d'un moment où vous dites que la politique économique de François Mitterrand, c'était la recherche de la croissance la plus élevée possible pour assurer la redistribution et l'accès à tous à la consommation. Avec les enjeux environnementaux contemporains, cette vision, elle nous paraît un peu dépassée. Alors ma question est la suivante. La crise écologique que l'on voit émerger depuis plusieurs décennies est-elle une rupture historique pour la gauche et a-t-elle su se réinventer avec crédibilité aux yeux des Français ? C'est un nouveau dilemme qui se présente devant la gauche. Longtemps, et ça a été notamment la politique de François Mitterrand en 1981, c'était rechercher la croissance la plus élevée possible pour redistribuer. D'où la relance de 1981. C'était également vrai de la part de Lionel Jospin. Il fallait lutter contre le chômage, ça a été vrai aussi de ma politique, et donc soutenir autant qu'il était possible la croissance. Mais aujourd'hui, la question n'est pas posée de la même manière. La croissance, oui, mais quelle croissance ? La croissance, mais si elle détruit la nature. La croissance, mais si elle entrave la question du bien-être non quantitatif. Donc la gauche est amenée aujourd'hui à dire qu'il faut sans doute qu'il y ait plus d'activités, mais que ces activités-là ne sont pas forcément marchandes ou ne sont pas nécessairement prédatrices sur la nature. Maintenant, de manière un peu plus générale, je vous en demande beaucoup, mais quel est l'héritage de François Mitterrand dans la France d'aujourd'hui ? L'héritage de François Mitterrand, c'est ce qu'on ne peut pas forcément imaginer quand on a votre âge. C'est-à-dire, la France était engoncée en 1980. Certes, il y avait eu mai 68, mais les grandes lois de société qu'on connaît aujourd'hui, l'abolition de la peine de mort, la fin des tribunaux d'exception, le fait que l'homosexualité ne soit plus pénalisée, tout ça a été rendu possible par la victoire de François Mitterrand. Il y avait une espèce de respiration qui vaut encore pour aujourd'hui. Et puis, il y avait une attente, notamment par le mouvement ouvrier, de réforme, enfin de conquête en l'occurrence, qui permettait enfin de vivre. La retraite à 60 ans, aujourd'hui on en parle, mais pour y revenir, mais à l'époque, on partait à 65 ans. Et souvent l'espérance de vie des ouvriers n'allait pas au-delà de 70, 72 ans. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc la retraite à 60 ans a été regardée comme une liberté, comme un accès à une vie, finalement une vie sans le travail. Même si, pour toutes ces catégories, c'était des vies de labeur, des
personne qui avait commencé à travailler à 16 ans. Donc voilà, pour beaucoup, François Mitterrand, il a ouvert la société. Puis après, c'est la durée. La durée, il faut réformer, puis après, il faut gérer. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on retient, la gestion. Mais en tout cas, de François Mitterrand, on peut dire qu'il a accéléré des mutations qui se seraient peut-être faites de toute manière. Mais il les a accélérées et qu'il a permis à la France de rattraper un retard en matière notamment de liberté publique et de vie en commun. Et son héritage, il est aussi européen. Alors après, on dirait le second septennat de François Mitterrand a été européen. Le premier, il est devant un choix en 1983 ou de continuer à faire ses réformes, mais il est de plus en plus dans l'étau. Les marchés commencent à douter, les déficits sont importants, le franc, parce qu'à l'époque c'était le franc, a été dévalué 3 fois. Donc soit il enferme le pays pour faire le socialisme, j'allais dire, à l'intérieur de nos frontières, mais au risque d'être finalement progressivement isolé et peut-être culbuté par les marchés. Ou il accepte le système monétaire européen, ce qui donnera plus tard la monnaie unique. Ça, c'est un choix qui est encore critiqué par beaucoup en disant c'est à ce moment-là que les socialistes ont accepté l'ouverture, l'Europe, d'une certaine façon, la mondialisation. Mais je pense que François Mitterrand a eu raison, parce que sinon, il aurait été sans doute obligé de faire une politique d'austérité beaucoup plus forte. Et il a eu raison parce que c'est ce qui a permis à la France de prendre toute sa part. Et dans son second septennat, il est devant aussi un choix, on pourrait dire, cornélien. Le mur de Berlin vient de s'effondrer, l'Allemagne va se réunifier, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut accepter cette évolution ? Sûrement, c'est la liberté qui est enfin donnée à l'Allemagne pour la partie Est, et puis à des pays qui étaient encore sous la tutelle soviétique. Mais à quel prix ? Le prix, c'est de faire la monnaie unique, de faire l'Europe, d'élargir l'Europe bien plus loin qu'on ne l'avait imaginé. Donc c'est toujours un moment pour un homme d'État de savoir qu'est-ce qu'il garde de son message principal et qu'est-ce qu'il est obligé de faire face à une réalité, un bouleversement qui se produit et qui va le conduire à adopter une ligne et qui pour Mitterrand ne devait être qu'une ligne européenne. Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur votre propre mandat et surtout, quelles mesures de votre mandat sont ou vont rentrer dans l'histoire ? Celle des lois que nous avons fait voter qui va rentrer dans l'histoire, qui est rentrée dans l'histoire, c'est le mariage pour les couples de même sexe et le droit à l'adoption. Mais ce serait réducteur de simplement retenir une réforme de société, même d'envergure. Nous avons nous-mêmes élargi encore la protection sociale, mis le tiers payant, donné une protection médicale universelle. Nous avons permis à des personnes qui avaient travaillé longtemps de partir à 60 ans en retraite. Nous avons créé la complémentaire pour la santé, pour tous. Et puis, nous avons fait baisser le chômage. Donc, on pourrait déjà en rester là, mais on a aussi affronté, comme dans tout mandat, des épreuves. Et c'est ce qui fait l'honneur de la gauche, c'est qu'elle n'est pas là simplement pour redistribuer, même s'il faut le faire, c'est son devoir même de le faire. Elle n'est pas là simplement pour faire des réformes de structure et pour faire avancer la société. Elle affronte aussi le monde tel qu'il est. Il n'y a pas eu de période où le calme, l'harmonie et la douceur du monde se soient imposés. Bon, moi, j'ai eu à affronter une épreuve terroriste de très grande dimension. Et toute la question, c'est pour ça que c'est important que la gauche soit aux responsabilités, c'est quel est l'équilibre que l'on trouve, comment protéger nos compatriotes, mais ne pas altérer notre état de droit. Et je pense que nous y sommes parvenus. Maintenant, si demain vous étiez de nouveau président de la République et que vous deviez panthéoniser une personnalité politique, qui choisiriez-vous ? Je me suis posé la question, puisque j'ai panthéonisé, si je puis dire, comme président de la République, 4 personnes, 2 femmes et 2 hommes, mais c'était très lié à la période de la libération du pays, de la résistance. Aujourd'hui, je pense que, puisque la proposition m'avait été faite par Robert Badinter,
je panthéoniserai Léon Blum. Merci beaucoup. Merci.